Nous sommes le vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Des violences qui revêtent plusieurs formes, on pense souvent aux violences conjugales, mais ce ne sont pas les seules. Alimota Fofana est notre invitée ce soir, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine française et vous avez fait de la lutte contre l'excision l'un de vos grands combats. C'est un sujet que vous connaissez bien pour avoir vous-même subi une excision à l'âge de 5 ans lorsque vous étiez en vacances dans le pays d'origine de vos parents, le Sénégal. On imagine que dans ce livre que vous avez écrit et publié cette année aux éditions du Rocher, À l'ombre de la cité Rimbaud, eh bien, vous livrez un peu, voire beaucoup, de vous-même. Ce dont on prend conscience, c'est que l'excision, bien qu'interdite en France, touche des petites filles françaises. Comment c'est possible ? C'est possible parce que y a certains parents, c'est lors de vacances au pays, donc ils amènent les petites filles là-bas et c'est là-bas qu'elles subissent l'excision, donc elles reviennent et elles sont excisées. Comme les parents savent que l'excision est interdite en France, donc ils contournent la loi pour appliquer cette tradition sur leur enfant. Vous évoquez ces tours, je cite, HLM où règne la loi du silence. Chez nous, les lois de la République n'entrent pas dans le foyer. Les familles savent que l'excision est interdite en France, donc ça se fait malgré tout. Mais le poids du tabou est tellement important que nous, en tant que victimes, on l'intègre. Et les parents ne veulent pas parler de cette question-là. C'est ça qu'il faut garder en tête. Les parents ne veulent pas parler de la question de l'excision. On grandit dans un environnement où on ne parle pas d'excision. Donc, et on sait pertinemment que c'est interdit par la loi. Donc il y a quelque chose de très difficile à comprendre en tant qu'enfant, parce qu'on sait que nos parents peuvent être punis par la loi française. Et d'un autre côté, on veut être loyal vis-à-vis de nos parents. L'excision, effectivement, ne pourrait se faire sans la bénédiction des parents. Vous écrivez « Il n'y a pas d'un côté les victimes, de l'autre les bourreaux. Ils sont interchangeables puisque les propres mères qui ont été victimes d'excision, à leur tour, font exciser leurs filles. Finalement, il n'y a pas de méchants, pas de gentils, c'est ça ? L'excision, ça se transmet de génération en génération. Et il y a un élément important à prendre en compte, c'est les mères, quand elles font ça, elles pensent le faire pour le bien de leur fille. Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Et donc, c'est une pratique ancestrale qui se transmet. Et souvent, nos parents, quand ils arrivent en Occident, ils ne maîtrisent pas forcément la langue, ils n'ont pas forcément été à l'école. Donc, la seule chose qu'il leur reste, c'est leur culture. Et ils n'ont pas d'autres ressources pour remettre en cause cette pratique. À la différence de notre génération, ma génération, où nous avons eu la chance d'aller à l'école, et on est en mesure de remettre en cause, de questionner cette pratique. Et c'est ça la différence entre la génération de nos parents et la nôtre. Cette petite fille, Maya, dans ce livre, cette narratrice, elle explique qu'elle est une adulte dans un corps d'enfant. Ça veut dire quoi ? C'est ce que vous avez ressenti, vous aussi, dans votre enfance ? Oui, c'est-à-dire que je dis ça, c'est à partir du moment où cette petite fille subit une excision, c'est-à-dire que je me dis, elle s'allonge sur ce pagne taché de sang, c'est une petite fille qui s'allonge. Quand elle se relève, en l'amputant, on l'a amputée de son innocence et de son enfance. C'est pour ça que je dis que c'est une adulte qui se relève à ce moment-là. Plusieurs fois dans ce roman, Maya essaye de comprendre ses parents. Vous venez d'essayer d'expliquer pourquoi ils ont agi de cette manière. C'est un cheminement que vous avez, j'imagine, dû faire vous-même. Est-ce que, d'une certaine manière, vous arrivez à pardonner ? Oui, moi j'ai pardonné parce que je pense qu'on ne peut pas vivre avec de la colère en soi éternellement et qu'au bout d'un moment, ça vous ronge de l'intérieur. Et pardonner, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi nos parents ont fait cela. Essayer aussi de comprendre qu'ils sont eux-mêmes pris dans les filets de la tradition et ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Dans le roman, on comprend aussi que l'école, l'éducation, les enseignants ont une place très importante, ont eu une place très importante dans la construction de Maya, même s'ils n'ont pas su deviner ce qu'elle a subi. Est-ce que, d'une certaine manière, finalement, vous leur en voulez de ne pas avoir su voir, de ne pas avoir pu voir ce qui se passait ? De ne pas avoir voulu voir, oui, parce que certains enseignants ont détourné le regard, et je pense qu'en tant qu'enseignant, on a une responsabilité vis-à-vis des enfants que l'on voit 6 heures par jour. Donc pour moi, les enseignants ne peuvent pas, quand il y a, que ce soit l'excision ou autre chose, on se doit de faire un signalement pour protéger l'enfant.
Ça, c'est un devoir. Et c'est vrai que je parle beaucoup de l'école, mais je parle aussi de l'école comme un moyen d'émancipation, comme un moyen de faire autrement, de sortir du chemin qui nous était tracé. L'école, je le mets en exergue pour cela. Et vous pensez que les enseignants, finalement, devraient avoir une formation, peut-être, pour détecter quand ça ne va pas chez un enfant? Je pense qu'il faudrait que les enseignants comprennent que l'excision, c'est pas très loin, ailleurs. Il y a des petites filles qui subissent encore l'excision. Et donc, ces petites filles, elles peuvent être dans leur classe. Donc, je pense que c'est important qu'elles comprennent que l'excision est encore très présente, malheureusement. C'est encore là. Et qu'il faut que les enseignants sachent que ces petites filles, elles ne parleront pas d'elles-mêmes. Donc, il faut aller chercher la parole. Mais il faut trouver le moyen d'aller chercher cette parole-là, parce que j'ai parlé du poids du tabou, et vous imaginez quand c'est un enfant, le poids du tabou est encore plus important. Donc, c'est vraiment important que les enseignants se saisissent de cette cause et décident de faire un signalement quand il faut le faire, et de ne pas avoir peur de faire ce signalement. C'est le gros problème, c'est que souvent les enseignants n'osent pas. Mais vous avez une dent aussi, j'ai pu le lire, contre les psychologues. L'une d'elles dit à Maya: si vous n'apprenez pas à désobéir à vos parents, ils continueront à gérer votre vie. Et Maya se dit: encore une qui ne sait pas de quoi elle parle, elle semble méconnaître totalement la situation des habitants de Rimbaud. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle dise, cette psychologue? Ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait que Maya, elle vit entre deux mondes. Elle vit dans le monde de sa famille, avec des règles, une culture, et quand elle sort de l'appartement familial, elle arrive, elle va à l'école, et c'est un autre monde. Donc quand elle pense ça de cette psychologue, elle méconnaît l'univers de cette jeune fille, elle méconnaît l'environnement et l'éducation qu'elle a reçue. Dire à quelqu'un: mais c'est facile de faire ça, oui, dire des mots c'est facile, mais pour que la personne puisse le faire concrètement, c'est autre chose. Et quand c'est une jeune fille qui a grandi dans un environnement où sa parole ne compte pas, où elle a subi une excision, c'est extrêmement compliqué. C'est très dur pour cette personne de se dire oui, je vais laisser tomber, je vais faire tout seul. Non. Et en plus, elle a grandi dans un environnement où l'individu n'existe pas. C'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc Maya, elle a la sensation que sans sa famille, elle n'est personne. Donc pour elle, c'est même pas envisageable de partir et de faire seule autrement. Je vous cite encore: cessons avec les grands discours, chez nous ça ne veut rien dire. Oui, pourquoi j'ai écrit cela? Parce que souvent, quand on me pose la question comment faire en sorte que l'excision cesse, alors quand on parle de venir parler des droits des femmes, je dis oui, mais qui est-ce que vous allez convaincre hormis des convaincus? Si on veut que cette pratique cesse, moi je pense qu'il faut parler aux mères, mais faire le lien entre l'excision et ce qu'elles vivent dans leur corps, dans leur chair. Parce que certaines femmes ont tendance à croire que c'est normal d'avoir mal, et que ça fait partie de la vie de femme d'avoir mal, d'avoir des douleurs. Mais quand vous essayez de leur expliquer, vous leur parlez des soucis qu'elles ont eu au moment de l'accouchement, où il y a un risque très élevé de mort, que ce soit pour la mère, le bébé ou parfois les deux, elles font le lien entre les deux. Ce qu'elles ont subi. Oui, mais ça veut dire que ce sont des mots simples qui font écho à ce qu'elles ont vécu dans leur chair. À la fin de ce roman, vers la fin, la petite Maya, après l'excision, elle subit le mariage forcé. C'est finalement le parcours traditionnel d'une petite Française excisée. Logiquement, quand on excise, c'est pour préparer au mariage. Parce que quand on excise, c'est qu'il y a une volonté du contrôle absolu du corps de la femme. Et la peur première, c'est que la fille ne soit pas vierge au moment du mariage. C'est pour ça qu'on excise les petites filles. Donc moi, dans ce livre, j'ai voulu aller au bout du processus. Donc Maya subit l'excision et elle subit également un mariage forcé parce que, la famille, il ne faut pas oublier que la famille, malgré la distance, elle répond aux demandes de la famille. Rester au pays, ça montre la pression sociale, la pression familiale que vit la famille et qui, malheureusement, ça tombe sur les épaules de Maya. Maya, en plus, c'est l'aînée. C'est un élément important. Du fait qu'elle soit l'aînée, sa famille dit il faut vraiment que Maya fasse ce qu'il faut faire, parce que sinon les petites sœurs qui arrivent derrière ne vont pas suivre le bon chemin. On imagine que vous suivez les nouvelles générations actuellement, que vous militez effectivement pour lutter contre ces pratiques. Est-ce que les nouvelles générations sont plus éclairées sur cette question? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Alors les nouvelles générations, elles sont éclairées, mais elles ne parlent pas davantage. Quand je parle du poids du tabou, elle ne parle pas davantage. Alors, via les réseaux sociaux, donc
Il y a on échange. Moi, je reçois énormément de messages de jeunes femmes qui ont 18-20 ans et qui ont subi l'excision et qui sont françaises. Donc, c'est une autre génération, tout de même, qu'on n'a pas su protéger. Donc, ça aussi, ça devrait nous alerter. Et ces jeunes filles, elles essaient de... Elles se débrouillent, quoi. Elles se débrouillent comme elles peuvent. Elles vont sur les réseaux sociaux. Elles vont dans le planning familial aussi. Elles peuvent avoir de l'aide là-haut. Parfois, c'est certaines associations. Mais parler publiquement ou mettre des mots, serait-ce que même dans sa propre famille, c'est encore très, très compliqué. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes là pour libérer cette parole. Merci beaucoup à Alimata Fofana d'avoir accepté notre invitation. On va passer au reste de la